Madame la garde des Sceaux, merci infiniment d'être là. C'est un vrai plaisir, vous le savez. Vous connaissez monsieur le bâtonnier de Montpellier, André Lédin, Comment allez-vous? Ravi de vous revoir, et monsieur maître le Régine bâtonnier. Barthélémy qui représente le président Pascal du Hédou, CND. je suis membre du bureau du Conseil national des barreaux et ancienne présidente du SAF. Alors elle n'a pas la barbe. Non, c'est pas vous. C'est pas pour vous non plus. Ça va vous là? Les gens avec appareil. Oh, elle est magnifique. Oh, elle est magnifique. Oh, elle m'ira bien. Oh, merci pour le geste et pour le choix. Vous êtes comme d'habitude très... Merci. Vous avez votre compte là? Oui, Oui. je pense. Merci. Merci mesdames, messieurs. Madame la garde des Sceaux. Mesdames, messieurs. Bienvenue à Montpellier, bienvenue à l'école des avocats Centre-Sud. Montpellier, ceux qui y vivent n'en partiraient pas pour un empire. Les autres sont déjà conquis par sa beauté, son climat et son foisonnement intellectuel. Montpellier, qui, c'est important, n'a jamais fait partie du comté de Toulouse, ni n'en a jamais été vassal. Française depuis 1349, ville de bouillonnement intellectuel et de toutes les résistances. Montpellier, fort fréquenté par toutes les nations, tant chrétiennes que mahométanes, comme l'écrivait Benjamin de Tudel en 1160, dont les universités de droit et de médecine ont une renommée de plus de 7 siècles. Montpellier, patrie d'Auguste Comte et de Cambacérès. Montpellier, 8e ville de France, 3e ville de l'axe méditerranéen, 2e ville universitaire de France, si l'on prend comme critère la proportion d'étudiants par rapport à la population. 5e cour d'appel et 8e barreau de France. Montpellier en croissance ininterrompue depuis 50 ans. Montpellier enfin, dont Stendhal a écrit dans une magnifique litote qu'elle était une des seules villes de province à ne pas avoir l'air stupide. Et vous pouvez vérifier, j'ai les sources. Bienvenue à l'école des avocats Centre-Sud. L'école des avocats Centre-Sud, c'est 17 barreaux, près de 4000 avocats, 2 promotions de 190 élèves avocats cette année. C'est un établissement privé d'intérêt public transversal qui assure la formation initiale et continue des avocats de son ressort, qui, à l'exception de l'Ardèche, qui a préféré être lyonnaise, recouvre celui des cours d'appel de Montpellier, Nîmes et Riom. Ces nouveaux locaux, propriété du barreau de Montpellier, que nous inaugurons aujourd'hui, sont à la hauteur de son attractivité et de la qualité des enseignements qu'elle dispense. Idéalement situé en lisière du centre-ville de Montpellier et desservi par le tram, il comporte dans un environnement agréable 8 salles de cours de diverses capacités, dont la plus grande, celle-ci, peut accueillir plus de 200 personnes, des salles informatiques et un espace restauration détente. S'il y a toujours des places dans les villages, il n'y a plus personne pour s'asseoir sur les bancs sous les arbres. S'il y a toujours dans les palais des couloirs et des salles des pas perdus, plus personne n'y perd ses pas. Les anciens et les jeunes n'y confrontent plus leurs expériences, les souvenirs et le savoir des uns et les espérances et les compétences des autres. L'école des avocats est donc l'instrument essentiel de la transmission et de la formation. Et cette école forme des avocats. Des avocats qui ne sont pas seulement des juristes, car si tous les avocats sont juristes, tous les juristes ne peuvent ni ne doivent être avocats. Des avocats qui ne sont pas des marchands de droit, mais qui exercent une profession, un ministère, devrais-je dire, sous serment et d'intérêt public, indispensable et nécessaire dans toute démocratie. Et organisée en une profession autorégulée, disposant des moyens juridiques et financiers d'assurer la protection de leur indépendance et l'exercice de leur mission essentielle. Elle a besoin d'avocats qui n'ont jamais refusé la modernité et ont toujours su s'y adapter, mais dans le respect de leurs valeurs fondamentales et que la société doit protéger. Pour paraphraser
un des discours d'un de mes prédécesseurs à la tête de l'école, qui était à l'époque celle du ressort de Montpellier, Pierre Lafont, je dirais ceci. Jamais les avocats n'ont revendiqué de pouvoir. Les avocats n'ont qu'une revendication depuis toujours, qui est celle de demeurer des avocats libres, avec les moyens de cette liberté. Cette liberté, c'est la liberté qui doit être totale et protégée, de mettre le droit en action, soit par l'activité judiciaire, soit par le conseil et la rédaction d'actes. C'est Aimé Césaire, au hasard, qui écrivait qu'une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Je vais donc me permettre une petite et rapide exhortation. Alors, à quand, par exemple, comme en matière civile, un privilège de juridiction en matière pénale? À quand un Conseil national de discipline? À quand un secret professionnel efficacement protégé? À quand les moyens financiers nécessaires et suffisants à la défense et au conseil? Ces moyens ne pouvant et ne devant, s'agissant d'une solidarité nationale, peser sur la profession d'avocat, mais être fournis par l'État. Pour reprendre une phrase de mon bâtonnier, on ne demande pas aux médecins de financer la sécurité sociale et de baisser leurs tarifs conventionnés. Pourquoi le demanderait-on aux avocats? Je m'arrête ici un instant pour souligner l'inquiétude, l'exaspération et parfois la désespérance de mes confrères qui acceptent des missions au titre de l'aide juridictionnelle, dont les indemnités, qui ne sont que des indemnités et non une vraie rémunération, n'ont pas été revalorisées depuis 2007. À quand, par exemple, l'arrêt des possibilités d'intégration au barreau hors formation dans une école d'avocats? N'engageant que moi, je ne résiste pas à les pensées que l'on garde pour soi ce perdant, comme l'a dit Paul Valéry, à dire ici, pourquoi pas des avocats en entreprise avec les garde-fous nécessaires, mais certes non des juristes d'entreprise ou autres intégrant le barreau sans être passés par ces écoles. Ces écoles dont la profession assure anormalement pour une grande part, voire la presque totalité, le financement, et qui doivent avoir les moyens d'assumer leur mission. Je voudrais, avant de terminer, adresser un remerciement tout particulier aux visionnaires qui, contre vents et marées, et ils ont été tempétueux, ont conçu et porté ce projet immobilier et se sont battus contre toutes les cabales pour qu'il voie le jour, M. le bâtonnier Kerpier-Charlian et Maître Alain Scheer. Mes remerciements vont aussi à M. le bâtonnier André Brunel, à l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier, à son secrétaire général Michel Aval, à son trésorier Marc-Théophile Lafont, à la CARPA de Montpellier, Mende et Alès, qui ont soutenu l'école et qui lui ont facilité la période difficile d'un squat, puis des travaux d'aménagement des locaux. Merci aussi au personnel de l'école, Christophe Toulza, Virginie Anatole, Corinne Féat, Candice Leroy et Fatia Xiel, qui ont repoussé très loin les limites de leur dévouement. Merci ensuite au barreau du ressort de l'école et leurs administrateurs désignés, et plus particulièrement à Mme le bâtonnier Oranviste, vice-président de l'école, pour leur soutien sans faille dans une période difficile à tous égards et leur foi dans l'avenir. Enfin, cette école, et je ne parle pas de ce bâtiment, ne serait pas ce qu'elle est sans l'action et le travail de mes trois prédécesseurs, qui chacun à leur manière, en fonction des circonstances du moment, l'ont fait évoluer et grandir et ont maintenu le cap. Déplaire est un art. Ai-je déplu? Ai-je déplu à Madame la garde des Sceaux? Peut-être. C'est bien. Vous me le direz. Je veux croire que je n'ai pas déplu à Christiane Taubira, à qui je reconnais, malgré nos divergences, trois des qualités essentielles à tout avocat: l'indépendance, le courage sans lequel il n'y a pas d'indépendance, et le talent. Et je vais finir avec emphase, parce que cette forme de rhétorique est admissible si elle exprime une réalité forte. Vive la République, vive la démocratie, vive les avocats, vive la France, vive le Sud, vive Montpellier, vive l'école des avocats Centre-Sud, qu'elle dure 1000 ans. La peinture a tenu.
Merci à tous d'être là. En tout cas, je ne vais pas dissimuler le plaisir que j'éprouve à être parmi vous ce matin. Il n'est pas d'usage, je sais que les gardes des Sceaux se déplacent pour inaugurer une école. J'ai le privilège de le faire, donc merci pour l'invitation. Et puis, comme je considère qu'abondance de biens ne nuit jamais, j'ai installé une école il y a quelque temps, donc en 3 semaines, même pas, en 3 semaines, je me serais retrouvée dans 2 écoles d'avocats. L'école que j'ai installée, c'était, enfin, inaugurée aussi, c'était l'école des avocats du barreau de Cayenne en Guyane. Le territoire s'étendant sur 2 rives de l'Atlantique. C'est un privilège parce que j'ai un attachement particulier à la formation, au transfert des connaissances, à la transmission des connaissances, mais surtout à la façon dont cette transmission de connaissances se fait, en particulier dans votre profession, qui est une profession qui exige constamment un maintien du niveau de connaissance du droit que vous devez servir et que vous servez admirablement, mais surtout une façon d'entretenir aussi votre passion pour la défense, votre passion pour l'accompagnement des plus vulnérables dans notre société. Et la formation, l'école de formation est le lieu où se forment les esprits des avocats, où se nourrissent ces esprits, où surtout se font des échanges. Et j'ai bien entendu votre souhait d'accueillir d'autres publics, ce qui permettra de croiser encore des cultures professionnelles différentes et par conséquent d'enrichir encore la vision que les avocats peuvent avoir de la société, entretiendront de la société. Je disais que je suis heureuse d'être là parce que c'est vraiment une circonstance à la fois solennelle, belle et extrêmement stimulante. C'est en plus une grande école. Vous couvrez, vous l'avez dit monsieur le bâtonnier, vous couvrez 17 barreaux qui concernent le ressort de 3 cours d'appel et un peu plus d'une dizaine de départements. Oui, d'Alès aux Pyrénées-Orientales, si on retient la géographie alphabétique. Donc c'est une école qui a son importance. Ça n'est pas l'école, vous n'ouvrez pas l'école, ce sont les nouveaux locaux. Donc ce que nous inaugurons aujourd'hui, ce sont les locaux, ça n'est pas l'école en tant que telle. L'école a une dizaine d'années. 10 ans pour une structure et pour une école en particulier, c'est déjà le cap de la maturité qui est franchi. C'est une école installée, qui a fait ses preuves, qui a montré à quel point elle savait concilier à la fois l'étendue du territoire couvert, mais également le maillage territorial, c'est-à-dire la capacité de présence partout sur ce territoire, la fixation d'unités d'enseignement à Clermont-Ferrand, par exemple, ce qui permet une accessibilité réelle pour cette école qui assure une formation pour plus de 4000 avocats, dont, puisque vous avez fait l'éloge de la ville de Montpellier, dont un quart, puisqu'il y a un peu plus d'1 millier d'avocats inscrits au barreau de Paris. Donc c'est une école qui a déjà fait ses preuves, qui a déjà montré sa capacité de formation, qui a déjà démontré son dynamisme, et c'est donc sans la moindre inquiétude que nous la regardons prendre ce tournant dans sa vie, dans sa trajectoire, avec cette installation dans ces locaux transparents qui paraissent fort agréables. Nous sommes en territoire du droit, en territoire d'enseignement du droit, nous sommes en territoire de culture du droit. La première présence de juristes, les juristes mérétis, qui sont l'équivalent de nos notaires contemporains, est attestée en 1122. Vous avez parlé de plus de 7 siècles, effectivement, d'enseignement et de culture du droit, donc depuis 1122. Et Placentin, qu'on appelait aussi Pierre de Plaisance, qui nous vient d'Italie, qui est considéré comme le fondateur même de l'enseignement juridique, a été l'un des premiers, sinon le premier à avoir enseigné le droit ici à l'université de Montpellier, puisque l'université de Montpellier est une vieille université, une des premières universités, et c'est une bulle papale de 1289 qui lui a donné son statut d'université pour l'enseignement du droit et de la médecine. Je veux quand même ouvrir une parenthèse pour dire que cet enseignement du droit et de la médecine venait compléter un autre enseignement. C'était celui du droit canon et de la vérité révélée. Parce que les universités sont nées non pas sous l'empire de la science et de la raison, les universités sont nées sous l'emprise du dogme et de l'enseignement théologique.
Et cette université qui trouve statut en 1289 avec l'enseignement du droit et de la médecine vient ajouter ces disciplines, ces grandes disciplines majeures à l'enseignement précédent des dogmes, ce qui explique pourquoi c'est une bulle papale d'ailleurs qui instaure l'université en tant que telle. C'est une époque d'ailleurs où l'ensemble des royaumes européens reconnaissent l'autorité papale. Ce sont souvent des bulles papales qui règlent, soldent des conflits entre les royaumes européens. À cette époque-là, il est évident que le pape avait un peu plus de pouvoir que l'actuel pape. Pour ce qui concerne certains propos du pape François actuel, peut-être que ce serait bien de temps en temps qu'il ait un peu plus de pouvoir, mais sans aucune nostalgie, bien entendu, sur le pouvoir papal, que j'ai toujours considéré pour ma part comme un pouvoir en tant que tel, beaucoup plus que comme une autorité ecclésiastique. Et je ne vais pas multiplier les conflits ici. Nous allons laisser l'Église en sa maison et rester en celle de la République. Monsieur le Président, vous avez évoqué un certain nombre de sujets. Vous avez évoqué certains, vous avez été très aimable à mon égard. En général, il faut s'attendre évidemment à la suite lorsqu'on vous délivre des compliments. Donc, mais j'ai l'habitude, parce que je viens d'Amazonie, j'ai l'habitude des étreintes, en gardant à l'esprit la polysémie de l'étreinte, c'est-à-dire celle qui embrasse, mais celle aussi qui vous asphyxie. Puisque je viens d'Amazonie, je viens d'un territoire où vivent et prospèrent les anacondas. Ce sont d'immenses serpents qui vous entourent, qui vous étreignent et vous asphyxient. Donc je ne me laisse pas prendre au compliment, Monsieur le Président. Voilà, j'en ai terminé. Merci de m'avoir accueilli ce matin. Je vais simplement vous dire peut-être d'une phrase en conclusion par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à ce qu'on essaie de faire ensemble et ce à quoi on n'aboutit pas. C'est juste une phrase de Michel de Montaigne qui disait que c'est une belle harmonie lorsque le faire et le dire vont ensemble. Merci.